Bonjour à tous. Vous l'avez compris dans notre précédente émission, la forme la plus grave de leptospirose touche la Nouvelle-Calédonie. Face à ce véritable fléau, les chercheurs redoublent d'efforts. Où en sont-ils dans leurs recherches? Le point sur les dernières avancées scientifiques, c'est tout de suite sur NCTV. Un premier vaccin a déjà été mis au point, mais est-il suffisant? Concerne-t-il toutes les formes de leptospirose et à qui s'adresse-t-il plus particulièrement? C'est ce que nous expliquent les docteurs Anne Pfanstiel et Cyril Gouaran. Il y a un vaccin qui existe, donc il faut faire plusieurs injections pour être protégé, donc 2 injections à 15 jours d'intervalle, un rappel à 6 mois et après une injection tous les 2 ans. Donc c'est un vaccin qui malheureusement ne protège que contre les souches ictéro-hémorragiques qui représentent à peu près 40 à 50% suivant les années des cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, il ne protège pas tous les gens, il ne pourrait pas protéger tous les gens infectés. Et donc c'est vraiment un vaccin qui est réservé pour les professionnels, sachant que même les professionnels doivent quand même avoir toutes ces mesures de prévention, les gants, les bottes, les combinaisons, etc. pour éviter de s'infecter, même s'ils sont vaccinés. La meilleure démarche, à nouveau, c'est de voir son médecin rapidement. À ce moment-là, s'il y a une suspicion de leptospirose, va rapidement donner des antibiotiques avant même de faire l'analyse de laboratoire. Parce que l'antibiotique est important très rapidement. On a montré sur une étude avec le CHT que si on attendait plus de 2 jours après le début des symptômes pour donner les antibiotiques, on augmentait 5 fois le risque de faire une forme grave. Alors à chaque cas de leptospirose déclaré, on rappelle la personne pour essayer de voir le mode de contamination. Donc si c'est plutôt la pêche, la chasse, le fait de marcher pieds nus, on essaye d'orienter pour donner des messages de prévention. Et par contre, si on a un foyer, donc plusieurs personnes au même endroit, dans la même période, on va aller sur place pour faire des prélèvements, donc soit de sol, soit de terrain boueux, soit dans la fosse à cochons, soit dans les rivières, pour essayer de voir le foyer infectant. Et on va faire aussi un questionnaire et interroger la population du secteur pour essayer de voir les personnes à risque, donc des cas dépistés de nouveau vers les personnes malades qui n'ont pas encore été dépistées, et aussi des témoins pour essayer de chercher les facteurs de risque sur le coin, pour pouvoir après donner des messages de prévention, donc à la tribu, à la commune, pour éviter que d'autres personnes s'infectent. Donc il faut que les gens évitent d'élever des rats autour de chez eux ou chez eux, c'est-à-dire éviter de laisser traîner de la nourriture, plutôt emballer, mettre au réfrigérateur ou mettre dans des boîtes hermétiques. Éviter de laisser traîner les ordures, donc mettre des poubelles en hauteur avec des couvercles. Et aussi, par exemple, si vous avez des arbres fruitiers, éviter de laisser les fruits pourrir sous les arbres. Tout ça, ça peut attirer les rats autour de chez vous. Et donc, si les rats sont autour de chez vous, ils vont uriner autour de chez vous. Et en marchant sur votre terrasse ou sur la pelouse humide, vous risquez de vous infecter en marchant pieds nus, par exemple. On a fait un travail il y a quelques années avec l'IAC sur des tribus de Bourail où il y avait beaucoup de leptospirose, et donc là on fait des campagnes de piégeage de rats et de souris. Donc on faisait des lignes de 50 pièges de rats et 50 pièges de souris et qu'on va laisser appâter 3 nuits de suite, et donc tous les matins on va passer, relever les rats et les souris qui ont été attrapés pour rechercher du leptospire et remettre de l'appât pour la nuit suivante, etc. Et donc ça, on l'a fait pendant 2 ans, à chaque fois, une fois en saison chaude, une fois en saison fraîche, pour essayer de mieux comprendre la dynamique du développement des rats, quand est-ce qu'ils portent le plus de leptospire, quand est-ce qu'ils sont le plus nombreux, et essayer de comprendre comment c'était lié aux épidémies ou aux cas de maladies humaines. Voilà, dans certains autres cas, on va aller directement essayer de rencontrer les gens dont on sait qu'il y a eu de la leptospirose dans leur entourage, et demander est-ce qu'on peut récupérer un prélèvement d'urine de votre chien, ou aller essayer de faire uriner les cochons dans le parc pour prélever de l'urine et voir s'ils excrètent de la leptospire. Donc on va prélever des reins et des urines principalement pour rechercher ça.
Auparavant, on allait utiliser énormément de microscopes pour essayer de voir les bactéries ou les parasites ou les champignons qui sont responsables des maladies. Maintenant, on va aller rechercher directement le génome de cette bactérie, chercher des séquences d'ADN précises qui vont coder un gène, par exemple, spécifique des leptospires. Et à ce moment-là, on pourra dire il y a du leptospire dans cet échantillon parce que j'ai trouvé un gène qui n'existe que chez les leptospires. Et c'est comme ça que c'est des techniques de biologie moléculaire qui nous permettent de diagnostiquer à partir d'un prélèvement de sang de la dengue, du Zika, de la leptospirose et énormément d'autres maladies en cherchant des séquences d'ADN extrêmement spécifiques de l'organisme qu'on recherche. Alors Sophie, ce CERF 288, il avait la lepto ou il n'avait pas la lepto alors? On dirait qu'il en a un petit peu. Du coup, c'est un cerf qu'on a récupéré un morceau de rein qu'on a fixé en éthanol et qui vient de l'abattoir de Bourail. Et du coup, dessus, on vient de faire une PCR, IPL32. En fait, Sophie va purifier le produit de PCR de cette PCR bleue là, et on va faire la séquence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'IRD, à la plateforme du vivant. On va déterminer la séquence d'ADN de ce produit de PCR et ça va nous dire est-ce que c'est une souche qu'on connaît déjà, est-ce que c'est une souche qu'on a déjà retrouvée chez d'autres animaux, est-ce que c'est une souche qu'on a trouvée dans des cas humains qui habitaient où, ou est-ce que c'est une souche nouvelle, que c'est la première fois qu'on la rencontre chez un animal. Voilà, c'est des questions qu'on se pose un petit peu à chaque fois qu'on fait une nouvelle séquence d'ADN de leptospire. Donc nous, on essaye d'échantillonner tous les mammifères possibles. Si on s'intéresse à la leptospirose animale, chez le cerf ou chez le cochon ou chez les bétails ou même chez les chevaux ou chez les chiens, c'est principalement parce que ça peut servir à comprendre comment les humains attrapent la leptospirose et quels moyens de lutte nouveaux on pourrait imaginer. Afin de mieux cerner les foyers de contamination, des statisticiens travaillent également sur la leptospirose. Les infos qu'ils récoltent vont servir à mieux comprendre les facteurs propices au développement de cette maladie, comme nous l'explique Ludovic Fleury. Donc la leptospirose fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Dans ce cadre, le médecin doit nous déclarer un cas de leptospirose dès la suspicion et l'envoyer à la DAS. Il y a plusieurs statistiques qui sont intéressantes au niveau de la leptospirose. Ça va être les statistiques qui sont liées à la géographie, donc au lieu de contamination de la personne. On voit également aussi les facteurs d'exposition. Les facteurs d'exposition, ça va être les contacts avec les animaux. On demande donc au docteur de questionner la personne pour savoir s'il est en contact particulier avec des animaux. Donc là, il s'agit en fait de la représentation du nombre de cas par mois sur 2, 4, 6 ans, pour mettre en correspondance la pluviométrie et le nombre de cas par mois. Et là, on voit exactement qu'il y a un réel parallèle entre la pluviométrie et le nombre de cas par mois. Les pics correspondent. Si on regarde 2008, c'est particulièrement marquant ou frappant. Le pic à un mois près du nombre de cas qui est en rouge correspond au pic de pluviométrie qui a eu lieu en mars, suivant les données de Météo France. Ça met en évidence que la leptospirose est une maladie qui est saisonnière, donc avec une majorité des cas qui arrivent les 6 premiers mois de l'année. Pendant les mois, la pluviométrie est plus importante. Ce fait-là explique aussi que dans la province nord et surtout à l'est, on retrouve plus de cas puisque c'est une zone où la pluviométrie est plus importante. On a aussi un facteur d'exposition qui est très connu, c'est l'activité professionnelle. Et il y a certains métiers à risque. Quand on parle des métiers à risque, on parle d'agriculteurs, d'éleveurs, de maraîchers, d'ingénieurs des travaux publics, de toutes les personnes qui travaillent dans les travaux publics et qui sont amenées à être en contact avec de l'eau contaminée par la leptospire. On justifie généralement une vaccination, mais malgré cette vaccination, on retrouve quand même 13% des personnes qui ont eu la leptospirose qui ont des activités quand même à risque avec vaccination. Donc une autre information qui est donnée par ces formulaires obligatoires, c'est le cadre de vie de la personne qui a contracté la leptospirose. Les cadres de vie, ils sont divisés en 3 cadres de vie les plus importants, citadin, rural et tribal. Voilà. De 2011 à 2013, on s'aperçoit que 78% des personnes qui ont eu la leptospirose ont un cadre de vie tribal, donc habité en tribu. Alors donc sur ce graphique, on reprend en fait les facteurs d'exposition qui sont repris sur la déclaration obligatoire. Donc on a notamment le contact avec un certain nombre d'animaux.
Voilà. On s'aperçoit notamment que, par exemple, 80% des personnes qui ont la leptospirose déclarent être en contact fréquent avec les chiens. 55% déclarent être en contact fréquent avec des rats dans leur milieu de vie, dans leur environnement. Voilà. On reprend des activités aussi, les activités de loisirs, comme pêche en eau douce, baignade, activité en eau douce. 63% de la population qui a eu la leptospirose déclare avoir une activité, une baignade en eau douce. Okay. Dans le mois précédent la contamination par la leptospirose, bien sûr. On a repris une donnée comme le fait de déclarer marcher fréquemment pieds nus. Voilà. Et là, on s'aperçoit que c'est quand même 90% des personnes qui déclarent avoir marché pieds nus dans un milieu où il y a une exposition possible à la leptospirose. Alors là, on a la représentation en fait, du nombre de cas qui est dispersé sur les communes de la Nouvelle-Calédonie. Et là, effectivement, sur un certain nombre d'années, 2007 à 2012, on s'aperçoit que certaines communes sont plus touchées que d'autres. Sur la zone du nord-est de la Calédonie, on retrouve plus de cas de leptospirose. Voilà. Ce qui est en fait imagé par des zones plus foncées sur la carte. Certaines communes sont plus touchées que les autres, quelles que soient les années. Donc on identifie Bourail, Canala, Yengen, Wailou, Ouegwa, Poniriouan et Poindimier, tout Ouyaté, qui régulièrement, toutes les années, ont des taux d'incidence importants. La leptospirose est une maladie très grave et on a une statistique très importante qui le montre. Donc on peut voir sur 2013, sur les 69 cas de 2013, on a 44 personnes qui ont été hospitalisées. Ça représente quand même 64% du nombre total de cas sur cette année. Et cette statistique se vérifie chaque année. En 2012, on avait même jusqu'à 87% des personnes qui ont eu la leptospirose qui ont été hospitalisées. Pratiquement 9 personnes sur 10 qui finissent donc hospitalisées à l'hôpital. Sur 2013, sur les 44 personnes, on en a 6 qui sont en service de réanimation à l'hôpital de Gaston-Bourré. Donc dans des cas critiques. Voilà. Donc on a aussi le nombre de personnes décédées. Donc le taux de létalité pour cette maladie est très important. En 2013, on a 3 décédés. Donc on a identifié 3 décédés des suites d'une leptospirose. Toutes les statistiques que nous venons de voir sont présentes sur le site de l'ADAS. Voilà. Et même les statistiques mises à jour en temps réel sur les nouveaux cas qui nous arrivent, pas quotidiennement, mais mensuellement. Pourquoi certaines personnes infectées par la leptospirose ne vont pas développer de pathologie ou de lésions, alors que d'autres vont finir hospitalisées en urgence, sous dialyse ou avec des hémorragies pulmonaires? C'est ce qu'essaie de comprendre Mariko Matsui. En ce qui me concerne, je m'intéresse plus particulièrement à comprendre en fait la variabilité des symptômes, notamment expliquer pourquoi est-ce que certains individus infectés ne vont pas développer de pathologie, pas développer de lésions, alors que d'autres vont finir hospitalisés en urgence sous dialyse avec des hémorragies pulmonaires et sous assistance respiratoire. Donc en fait, ce panel de symptômes cliniques qu'on observe ou de formes asymptomatiques, j'essaie de le comprendre en étudiant en fait la régulation de certains médiateurs impliqués dans l'immunité, notamment les cytokines. Les cytokines, ce sont des régulateurs, des médiateurs de l'immunité. Ça permet en fait aux cellules immunitaires de communiquer entre elles. C'est pour ça qu'on les appelle des messagers chimiques. Je dis notamment la régulation de ces protéines particulières que sont les cytokines, notamment leur expression au niveau de leurs gènes, pour comprendre en fait ce qui se passe donc entre des individus avec des formes sévères et des individus qui ne vont pas développer de leptospirose sévère. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche sur cellules afin de comparer des cellules immunitaires d'humains avec des cellules immunitaires de souris, sachant que les souris sont des organismes réservoirs qui résistent en fait à la leptospirose, et on essaye de voir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression des cytokines entre ces deux modèles, humains et souris, sur cellules, pour voir s'il y a une différence qui expliquerait en fait la résistance des souris
et la sensibilité ou la susceptibilité de l'homme. Donc là, je viens de mettre en fait du sérum humain et du sérum animal, auquel j'ai rajouté des leptospires virulents en culture. Et maintenant, je vais incuber cette plaque ou à 30 ou à 37 degrés afin de suivre l'expression des gènes de leptospire selon le type de sérum avec lequel on a mis en culture. Pour étudier l'expression des gènes de cytokines, donc on part de cellules, donc nos cellules mises en culture avec des leptospires virulents, et on va étudier donc la régulation des cytokines en récupérant les ARN, et en fait à partir des ARN on va obtenir les ADN, et les ADN on va les amplifier par PCR en temps réel. Donc la PCR, ça correspond à une amplification de l'ADN, et ça va nous permettre de faire une quantification de l'expression des cytokines dans nos cellules. Donc on voit sur ce schéma qu'on part d'ADN, donc double brin, on imagine bien la double hélice, et en fait là on a une représentation de ces deux brins d'ADN qui vont se séparer en augmentant la température jusqu'à 95 degrés. Donc on va avoir une dénaturation de ces deux brins d'ADN, ils vont se séparer ici, et on va avoir des ajouts, une hybridation d'amorces sur ces deux brins, qui vont permettre en fait une élongation de ces deux brins manquants. Donc ça se fait à 72 degrés, et à partir d'une copie d'ADN, on va en obtenir à chaque fois deux copies nouvellement formées. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une polymérisation exponentielle. Donc là on observe des résultats de PCR. Notamment ici on voit des courbes d'amplification de l'ADN. Et en l'occurrence, on peut comparer l'expression de cytokines grâce à ces courbes d'amplification entre des contrôles non infectés et des individus ou des cellules issues d'individus infectés. Donc on observe un déplacement de cette courbe entre le contrôle et les individus infectés par la leptospirose. Donc ça témoigne d'une surexpression, une augmentation en fait, de l'expression des cytokines pro-inflammatoires dans ce cas-là. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une distinction entre les cytokines pro-inflammatoires qui favorisent donc l'inflammation, mais aussi participent à l'apparition de lésions sévères. Et on a aussi les cytokines anti-inflammatoires qui, elles, vont réguler ces cytokines pro-inflammatoires. Et donc ce qu'on a observé chez la souris, c'est que les cytokines pro-inflammatoires vont être exprimées, mais on a aussi une balance qui se fait avec les cytokines anti-inflammatoires. Et donc on pense que dans la souris, s'il y a une résistance et qu'il n'y a pas d'apparition de lésions, c'est parce qu'il y a ces cytokines anti-inflammatoires qui vont réguler l'inflammation en inhibant les cytokines pro-inflammatoires. A l'inverse, pour des cellules ou des hôtes sensibles, on va avoir un déséquilibre dans cette expression de cytokines. On aura des cytokines pro-inflammatoires qui vont être en quantité plus importante par rapport aux cytokines anti-inflammatoires. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'apparition de lésions sévères suite à une inflammation aiguë, à une forme aiguë de leptospirose, donc notamment chez l'homme. Particulièrement en pointe sur cette pathologie, les chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent actuellement sur une forme mutante de la leptospirose, appelée Leptospira interrogans, qui leur permettrait de mieux comprendre tous les autres cas. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'ils nous dévoilent tout de suite. Ça y est, on a reçu le mutant de Paris. Ah, merci Sophie. De rien. Bon, ben, je vais aller le remettre en culture tout de suite, et puis quand il aura bien poussé, on regardera sur les hamsters. Alors voilà, aujourd'hui on a reçu de l'Institut Pasteur de Paris une souche de mutants de leptospire. C'est-à-dire que les leptospires ont à peu près 4300 gènes. Et dans ces gènes, il y en a certains qu'on peut considérer comme des armes du lepto pour rendre les gens ou les animaux malades. Donc pour identifier les gènes qui correspondent à des armes à l'arsenal du lepto, les gènes qui lui permettent de rendre les gens ou les animaux malades,
on va interrompre ces gènes, on va éteindre des gènes. Donc là, l'Institut Pasteur de Paris fait ce travail de fabriquer des mutants où certains gènes sont éteints. Et nous, en collaboration avec eux, donc on reçoit certains de ces mutants de leptospire pour essayer de comprendre pourquoi, quand on éteint ce gène, ce lepto arrête d'être virulent et donc de rendre les animaux ou les humains malades. Donc je mets mes leptospires mutants dans du milieu de culture tout neuf pour qu'il puisse bien pousser. On va le redynamiser, augmenter le nombre de leptos et faire qu'il soit en pleine forme. Et à partir de là, on va s'en servir pour injecter dans un hamster, vérifier que le hamster ne devient pas malade. Et d'autre part, on va également la conserver parce qu'on pourra, à chaque fois qu'on aura besoin de retravailler sur cette bactérie, la remettre en culture et refabriquer une quantité importante de leptospire. Voilà, donc là, on a une grande étuve à 30 degrés. C'est la température préférée des leptospires. Et dans cette étuve, on a un petit portoir agité parce que les leptospires poussent plus vite si le milieu de culture dans lequel ils sont bouge, parce que le milieu va être plus oxygéné. Donc là, voilà, d'ici 4-5 jours, on pourra voir s'il a bien poussé et si on peut commencer à réellement travailler dessus. On dirait que ça a bien poussé. Bon, on va vérifier ça au microscope. Densité, il y a un grand nombre de leptos, ça veut dire qu'ils se sont bien divisés, et puis ils sont bien mobiles, donc ils nagent beaucoup, ça veut dire qu'ils sont, en bonne santé, si on peut dire comme ça pour des leptos. Hein. En tout cas, ils ont récupéré du voyage et du décalage horaire, donc voilà, on va pouvoir vérifier que même avec ces leptospires en forme, pour ce qui les concerne, ils ne sont plus capables de rendre le hamster malade. Bon, on va voir si ce mutant de nos collègues parisiens est bien non virulent. Alors voilà. Voilà ce hamster. On lui a injecté il y a une semaine la souche de leptospire, le mutant non virulent. Et bon, ce hamster, visiblement, il ne fait pas une leptospirose. Hein, c'est-à-dire que ce mutant, effectivement, n'est plus capable de donner la leptospirose. Regardez ce hamster, il est en pleine forme. On va voir facilement un hamster qui est malade. Hein, il va rester enfermé dans son nid. Il va être ébouriffé. Là, il a vraiment le museau qui gigote comme un petit rat parce que voilà, il est en forme. Ce hamster n'est pas malade. Il a eu le leptospire mutant et ce leptospire mutant n'est plus capable de donner la leptospirose. Voilà. Disons, maintenant qu'on sait que ce leptospire n'est pas virulent, effectivement, on sait qu'il y a un gène qui a été éteint chez ce mutant. Il y a un gène qui n'est plus exprimé parce qu'on l'a interrompu. On va essayer de comprendre pourquoi d'avoir éteint ce gène, ça fait que le leptospire n'est plus virulent. Voilà, on a préparé. Maintenant, on va lancer la PCR dans cet automate. Là, c'est l'automate qui va faire le travail. La PCR, là, on va l'utiliser pour vérifier que les gènes dont on sait qu'ils sont responsables de la virulence chez les leptospires, ceux qui sont déjà connus, on va vérifier qu'ils sont bien exprimés chez le mutant, comme chez la souche qui est encore virulente. Et en même temps, on va en profiter pour vérifier que le gène qui a été muté n'est pas exprimé chez notre mutant. Donc là, quand on a une courbe qui monte comme ça, bien avec une forme exponentielle, c'est un gène qui est exprimé. Et quand la courbe reste plate, c'est le gène qui n'est pas exprimé. Donc on voit effectivement que le gène qui a été muté sur notre mutant, il garde une courbe plate.
Donc le mutant, il a bien, en effet, on a interrompu, c'est-à-dire qu'on a éteint l'expression de ce gène particulier, alors que ce même gène, chez la souche virulente, on voit qu'il est là, donc il est bien exprimé. On ne peut pas réellement en conclure grand-chose pour l'instant, parce que là, on a juste vérifié que le gène qui a été muté n'est plus exprimé, et que les autres gènes qui sont connus pour être liés à la virulence sont encore exprimés. Dans le génome du leptospire, il y a 4300 gènes, donc là on en a regardé 5. Ces 5-là ne sont pas modifiés chez le mutant, par contre il reste les 4295 autres dont l'expression est peut-être modifiée chez le mutant. Donc on est quand même seulement au début d'un parcours très long qui va nous permettre de comprendre pourquoi, quand on éteint ce gène chez un leptospire, il n'est plus virulent. Voilà, nous espérons que vous en saurez plus sur la leptospirose. Pour de plus en plus d'informations, nous vous recommandons de consulter le site de l'Institut Pasteur de Nouméa ou encore celui de la DAS. En attendant, soyez vigilants et consultez votre médecin en cas de crainte. Salut à tous!